Bienvenue dans cette présentation du diagnostic agraire du Sud-Ouest biterrois, réalisé dans le cadre de l'étude socio-économique de la filière viticole sur le bassin Occitanie-Méditerranée. Le diagnostic agraire, c'est une méthode scientifique qui se base en trois grandes étapes que nous allons suivre tout au déroulé de cette intervention. La première grande étape de ce diagnostic agraire, ça va être la description du milieu, afin de comprendre à quels étages agroécologiques et à quelles ressources ont accès les agriculteurs du territoire. Donc tout d'abord, nous avons choisi, cette zone d'étude dans le sud-ouest biterrois pour plusieurs raisons. Donc, il faut savoir que dans le cadre de l'étude, on a fait différents diagnostics agraires. Ce qui nous a conduit à ce choix du sud-ouest biterrois, ça a été la présence, d'un territoire où on a des grosses caves coopératives avec une forte densité d'exploitation et qui est vraiment un des cœurs de production de l'IGP Pays d'Oc aujourd'hui. Aussi, sur ce territoire, on a une forte présence de l'irrigation, donc ça nous intéressait de voir, l'effet, d'une forte présence d'irrigation sur le territoire. Et enfin, on a aussi des enjeux, sur un territoire littoral avec un fort déficit en eau et des problématiques autour de la salinisation, du tourisme, de l'urbanisation qui nous semblaient intéressants de regarder et donc de voir leur effet sur la viticulture du territoire. Pour le choix des limites de cette zone, au nord, on s'est arrêté au coteau à fort relief, avec la délimitation de l'AOP du Saint-Chinian. À l'ouest, on s'est arrêté avec les limites départementales de l'Aude. À l'est, avec l'Orbe au nord et ensuite l'agglomération de Béziers et enfin les coteaux de Cers au sud, afin de rester sur le bassin versant de l'Orbe. Et au sud, on s'est arrêté à la zone urbaine balnéaire. Donc le paysage se décompose un petit peu en 2 sous-zones, sur ce territoire. Donc tout d'abord, on a les plaines littorales qui présentent un relief limité, donc avec des hautes terrasses qui sont à un maximum de 20 ou 30 mètres d'altitude, et donc un relief plutôt plan, des sols très profonds sur, les alluvions récentes avec des parcelles larges, planes et des sols profonds. Et donc, on va avoir sur cette zone-là beaucoup de viticulture et aussi potentiellement un petit peu de, grandes cultures avec notamment du buis. Sur les zones, alluviales en bordure de l'Orbe, on va aussi retrouver, quelques étangs, qui peuvent être, pâturés à certains endroits. Autour de l'Orbe, on a une préoccupation sur la salinisation, sur les parcelles les plus proches de l'Orbe, donc environ sur l'embouchure de l'Orbe, jusqu'à environ 1,5 km autour de l'Orbe, on peut avoir des parcelles qui souffrent beaucoup de salinisation et qui deviennent incultes depuis ces dernières années. Ensuite, donc on va avoir des hautes terrasses qui ont des sols moins profonds. On a quelques parcelles qui sont en AOP Languedoc sur ces zones-là et donc sur ces terroirs-là, on va plutôt retrouver de la vigne, éventuellement des oliviers. Ensuite, un petit peu plus loin, de la plaine littorale, on va retrouver un paysage plus de collines du Biterrois, où en fait, on va avoir des profondeurs de sol assez variables, selon si on est en fond de petits vallons ou si on est plus proche d'une colline. Mais, les reliefs restent globalement limités. On a plutôt des grandes parcelles qui sont qui sont, très mécanisables. Donc ce que vous voyez sur cette photo, c'est un peu typiquement le schéma d'une de ces collines où en haut, on va avoir un morceau, calcaire qui crée ce relief-là, qui est difficilement cultivable avec très peu de sol. Donc on va retrouver plutôt de la garrigue, éventuellement, très localement, on peut y avoir des oliviers. Ensuite, on va avoir, ce qui est en orange sur le petit dessin, donc des zones de colluvion où on va avoir des parcelles plutôt étroites, pentues, avec des gros blocs de calcaire qui peuvent être aujourd'hui soit en garrigue, soit éventuellement en vigne, soit aussi, en olivier. Et enfin, du coup, sur ces zones plus, colluviales qui sont en marron sur le dessin, on va avoir, principalement vigne et un petit peu de grandes cultures. Sur le territoire, le climat est plutôt tempéré chaud, mais il y a un fort déficit hydrique de juin à août, avec un effet sécheresse qui peut être renforcé par des jours très chauds. Cependant, sur la plaine littorale, plus on est proche de la mer, plus la mer peut jouer un petit effet tampon, donc vraiment sur les quelques kilomètres les plus proches du littoral qui souffrent du coup moins des températures extrêmes. Et on peut avoir des inondations hivernales en bordure de l'Orbe qui sont plutôt bien vues car elles permettent du coup de lutter contre la salinisation dont on a parlé précédemment. Quand il n'y a pas ces inondations-là, les agriculteurs
sur ces zones à forte salinité ont aussi, la pratique de la submersion hivernale, donc avec des grands volumes d'eau, pour submerger, les parcelles et pour faire refluer, la salinité en période hivernale lorsque l'eau est disponible. Donc comme je le disais, on est sur un territoire qui est fortement irrigué, avec 47 des surfaces au recensement agricole 2020 qui sont irriguées et on a des z sur les zones qui sont à faible pourcentage d'irrigation, donc là qui sont les plus claires sur cette carte, ça va être, typiquement ces zones où il y a de la submersion hivernale, on va plutôt avoir des terres profondes et depuis, il y a eu aussi quelques développements de réseaux depuis 2020. Somme toute, un territoire, qui a relativement peu de relief, ce qui permet, le passage d'infrastructures majeures, comme le canal du Midi dans un premier temps et puis les autoroutes et les chemins de fer et donc ce qui permet une très bonne intégration aux échanges et aussi, une irrigation qui est facilitée parce que, les réseaux hydrauliques sont plus faciles à mettre en place lorsqu'il y a moins de relief. Donc la deuxième grande partie, de ce diagnostic agraire, ça va être de s'intéresser à l'histoire agraire du territoire. Et de voir comment, les grands événements ont impacté les exploitations, ces dernières décennies. Donc ça se construit notamment avec, beaucoup d'entretien auprès d'agriculteurs et de viticulteurs, retraités ou encore actifs, mais âgés. Donc ce territoire traverse les mêmes crises que, le reste des territoires, languedociens. Donc ça commence avec des crises de surproduction en 1907-1930 qui ont été régulées, grâce à la régulation de la fraude qui avait mené en partie à cette surproduction, grâce à des distillations de crise et notamment en 1935 grâce à la création du statut viticole qui, introduit, la régulation de la production avec, la régulation des droits de plantation. Des années, 30 à 50, on a une production de vin de table qui est très générique et entre 1930 et 1950, on va avoir la création des caves coopératives sur la zone, donc un peu en contre-coup, de la crise des années 30. En 1950, on a une autre crise de surproduction qui surgit, qui va se résoudre grâce à d'autres arrachages et distillations et notamment aussi, on a, beaucoup de politiques publiques qui se développent à cette époque pour, notamment apporter de l'irrigation sur ces territoires, initialement dans un but de diversification et d'introduire d'autres cultures que la vigne grâce à l'irrigation, donc notamment de l'arboriculture ou du maraîchage. Donc en 1960, on va avoir le barrage des monts d'Orbe qui permet un certain accès à l'irrigation sur le territoire. En 1976, on a la grosse crise viticole, qui dure pendant une décennie après, liée à une baisse de consommation, mais aussi à la concurrence européenne, notamment de l'Italie et de l'Espagne. Donc une première solution de cette crise, ça va être les arrachages et la distillation. On va perdre beaucoup de surface à cette époque-là et ensuite une deuxième solution, ça va être une reconversion qualitative du vignoble. Donc avec la création d'AOP sur tout le territoire. Sur notre zone, on a quelques parcelles qui sont déclarées en AOP Languedoc, mais c'est très limité. Donc ça ne résout pas forcément le problème et finalement, ça va être la création des vins de Pays d'Oc en 1987 avec, une optique de création de vins de cépage qualitatif qui, va finalement être, la réponse pour ce territoire, donc avec des cépages qui vont se et des vins qui vont se vendre à l'export. Donc c'est aussi une période où il y a beaucoup d'avancées sur la mécanisation du vignoble et donc on va avoir toute une restructuration du vignoble avec, d'un côté des restructurations de parcelles avec de nouveaux cépages implantés, des vignes qui vont être palissées pour faciliter la mécanisation, notamment de la vendange. Et on va aussi avoir, des périodes de grands changements dans les coopératives pour, donc des coopératives qui fusionnent pour permettre de nouveaux investissements sur le travail, de vinification et notamment aussi de la vinification de cépages qui n'étaient pas vinifiés avant sur le territoire. À partir des années 2000, ces vins de cépages qualitatifs subissent la concurrence mondiale, d'autres pays qui sont en train de développer leurs vignobles. Ce qui permettra de faire la différence pour la filière d'Occitanie-Méditerranée, ça va être, la fidélisation et le renforcement des liens au négoce. Donc on va avoir tout un travail sur la qualité qui va se développer dans les caves coopératives, mais aussi dans les caves particulières et
un fort, lien avec le négoce qui se développe avec des partenariats. On a aussi, le développement de vente en bouteille, que ce soit en cave particulière ou en cave coopérative, pour avoir d'autres débouchés, à plus haute valeur ajoutée aussi. À partir des années 2006, l'irrigation de la vigne est autorisée et donc on va avoir le développement de l'irrigation pour la vigne qui va commencer. Aujourd'hui, en 2024, on est confronté à une nouvelle crise avec de la baisse de consommation et une crise climatique. On ne sait pas encore quelles seront les voies de sortie de crise, peut-être des partenariats avec le négoce, l'irrigation, le renforcement sur la place, des caves coopératives, à voir. Et donc comme je vous disais, pour chacun de ces événements, on cherche à comprendre comment ils impactent les exploitations. Donc on atterrit à ce genre de schéma où on fait, une grande typologie, des types d'exploitations qui existent sur la zone et pour chacun, on cherche à savoir comment ils se sont adaptés, aux crises. Donc ce qui est à noter, c'est que, dans les années 50, on avait encore, des coopérateurs plutôt de petite taille, inférieurs à 15 hectares. Avec les premières crises, la plupart des petites caves particulières vont passer en cave coopérative, mais on a encore des caves particulières sur une vingtaine d'hectares qui persistent et qui vendent en vrac à des négociants. Et à partir de la crise des années 80, donc avec la restructuration, on va aussi avoir l'agrandissement, des exploitations de façon générale. Heu, donc des exploitations qui faisaient, 5-10 hectares vont se mettre à faire plutôt 15 hectares et puis après en 2015 une vingtaine d'hectares et d'autres exploitations vont aussi s'agrandir beaucoup plus vite. Et ensuite donc à partir de 2000, on voit le développement de la bouteille et de petits domaines, indépendants, qui font de la bouteille. On voit le développement de l'irrigation, qui est passé au goutte à goutte à partir des années 2010 et on voit aussi se développer quelques profils qui étaient, en cave coopérative, mais qui ont du mal à, tirer une bonne rémunération et qui, produisent un petit peu de bouteilles qu'ils vendent en direct à côté et qui ont donc un double profil. Et donc ensuite, la troisième grande étape, ça va être la modélisation économique des différents systèmes de production viticole. Donc en fait, les différents systèmes auxquels on arrive ici en 2025, heu, pour chacun, on va le modéliser. Et donc ça se fait à partir d'éléments qu'on tire d'entretiens avec des viticulteurs actuels. Donc en fait, pour chacun des grands types, on va le décrire, combien de personnes y travaillent, quel type de vin est vendu, et sur quel type de terroir. Donc ça nous permet d'avoir d'un côté avec les terroirs, les rendements, type moyen qu'on peut avoir et avec le type de produit vendu, des prix moyens. Donc ça nous permet d'estimer le produit brut, créé par l'exploitation. Ensuite, on va décrire les itinéraires techniques, donc tous les traitements qui existent, les modalités d'irrigation, non, et cetera. Et ça nous permet d'estimer les consommations intermédiaires, donc en fait tout ce qui est charge de production. Et on s'intéresse aussi à tout le matériel qui existe, les tracteurs, les pulvérisateurs, heu, le matériel de vinification s'il y a lieu. Et ça nous permet d'estimer les investissements de l'exploitation. Et donc avec tout ça, on fait la modélisation économique de ce type d'exploitation et donc voilà, quelle valeur ajoutée est créée, quels sont les revenus et quels sont potentiellement les leviers d'action, sur ces exploitations. Donc quelques spécificités des itinéraires techniques viticoles sur ce territoire, c'est qu'on va avoir des cépages qui sont très orientés vers le marché, et avec un équilibre, entre les 3 couleurs qui est, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Donc en zone sensible à la salinité, on a la submersion hivernale qui existe, dont j'ai déjà parlé. On a une généralisation de l'irrigation qui est adaptée en fonction de la météo, et en fonction des années et il y a souvent un suivi important, avec des techniciens, avec des bulletins d'information pour, irriguer au plus juste. On a un suivi important par les caves coopératives sur ce territoire, avec, des techniciens de cave coop assez présents et on a une segmentation des prix en fonction des critères de qualité de la parcelle et de qualité des vins, qui donc joue, sur le prix de revient, des raisins pour les coopérateurs. Et ensuite, en dernière petite spécificité, on a la taille de race de précision qui est assez développée sur le territoire. Donc rapidement, je vous montre le système de prix et de rendement pour évaluer le produit brut. Donc on s'est basé plutôt sur des prix 2024 et des rendements moyens jusque 2022. On a différencié les étages agroécologiques en fonction de coteaux, terres semi-profondes, terres profondes et s'il y avait ou pas, de l'irrigation
et ensuite sur les prix des vins, on a donc essayé un peu de représenter cette segmentation des prix dans les coopératives avec, les vins premium et puis ensuite, du coup les vins des 3 couleurs. Tous ces prix sont des prix de vente auxquels il faut enlever les frais de vinification derrière et de commercialisation. Donc, les quelques indicateurs économiques qu'on utilise, ça va être la valeur ajoutée brute qui est donc le produit brut, rendement fois prix de vente, moins les consommations intermédiaires, donc toutes les charges de production. La valeur ajoutée nette qui est donc la valeur ajoutée brute à laquelle on enlève, les dépréciations du capital qui sont, qui traduisent l'usure du matériel, pour produire. Et ensuite le revenu agricole familial, donc ça va être la valeur ajoutée nette, rapportée par toute la surface à laquelle on enlève tous les salaires et charges sociales éventuelles, les fermages, les taxes foncières, les intérêts du capital et on va y rajouter les subventions agricoles et ensuite on y enlève aussi la MSA. Donc ça nous permet d'arriver à ce type de rendu. Donc ça, c'est la décomposition du produit brut par hectare en année moyenne. Donc ce que vous pouvez voir, donc toute la barre, ça va être le produit brut. Ce qu'on enlève en jaune, donc c'est les dépréciations du capital, heu, l'usure du matériel pour la production. Ce qui est en rouge, c'est, les consommations intermédiaires, donc l'équivalent des charges et ce qu'on a en bleu, finalement, ce qui nous reste, c'est la valeur ajoutée nette par hectare. Donc ça, c'est tout ce qui est par hectare. Et donc ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on voit que l'impact de l'irrigation sur ces systèmes de production, donc quand on compare un coopérateur 15-25 hectares irrigués et un coopérateur sur une vingtaine d'hectares non irrigués, on a une différence de produit brut qui est de l'ordre de 1 000 € par hectare. Donc ça augmente vite et de la même façon, entre, un coopérateur, 15-25 hectares et un profil coopérateur plus cave particulière 15-25 hectares, on a aussi un gros différentiel de valeur ajoutée nette, donc ce qui nous permet de comprendre, l'intérêt de l'irrigation ou l'intérêt de se mettre à produire et vendre un petit peu de bouteilles pour les coopérateurs sur, une vingtaine d'hectares parce que sinon le produit brut dégagé à l'hectare est relativement faible. Ce qui peut être intéressant de regarder aussi, c'est que, finalement donc, nos caves particulières, qui sont en vrac, donc celle qui est tout à droite, qui fait uniquement du vrac sur une soixantaine d'hectares, va avoir des valeurs ajoutées nettes produites à l'hectare qui sont relativement similaires avec celles des coopérateurs. Ce qui nous permet de comprendre que les 2 modèles aient continué de coexister, jusqu'ici. Donc ce que je vous ai présenté juste auparavant, c'était, à l'hectare et donc là, ce que je vous présente maintenant, c'est le revenu agricole familial, donc sur le total de l'exploitation par actif, quel est le revenu? Hem et l'axe que vous avez à l'horizontale, c'est la surface cultivée en vigne par actif. Donc pour avoir un élément de comparaison, la ligne horizontale bleue, c'est le SMIC net, 2023, donc il nous permet un peu de servir de base de lecture. Et donc, bah, on retrouve un peu les mêmes éléments où on voit donc que le trait plein rose qui est le coopérateur sur une vingtaine d'hectares non irrigués, selon la superficie qu'il a et les rendements qu'il peut réussir à tirer, il est assez, son revenu n'est pas forcément au-dessus du SMIC. Alors que, le même profil, mais avec 65 de sa surface irriguée, va être, va au-dessus du SMIC. Et de même, on comprend aussi l'intérêt de développer une activité de bouteille, donc en comparant la ligne pleine rose et la ligne pleine, jaune qui est, le coopérateur qui a aussi une petite partie en cave particulière, vente de bouteilles en vente directe. Ce qu'on peut voir aussi, qui est intéressant de regarder, c'est donc là les violets, orange et marron sont des coopérateurs sur de plus grandes surfaces que 20 hectares, donc et finalement ce qu'on voit, c'est que leurs revenus, par actif familial ne sont pas significativement plus élevés que, un exploitant qui est sur une surface beaucoup plus faible et ça s'explique par le fait qu'on a encore des pics de travail qui sont très limitants sur la viticulture, notamment la taille et donc en fait, dès qu'on commence à s'agrandir, on va être obligé au-delà d'une vingtaine d'hectares, très vite de faire appel à de la main-d'œuvre supplémentaire, qui a aussi un coût et qui fait que, en fait, avoir plus de surface ne permet pas forcément d'avoir un meilleur revenu, au final. Donc je vous ai parlé de la submersion plusieurs fois, et donc on peut regarder la sensibilité au prix de la submersion. Donc là, on a fait l'hypothèse que,
toutes les surfaces, de tous les systèmes modélisés étaient, submergées. Et on se rend compte que, ben, ça pèse sur, les revenus des agriculteurs quand c'est le cas, mais ça reste payant dans la plupart des cas. Dans l'hypothèse où il n'y a pas de baisse de rendement, le fait d'irriguer, ça permet quand même de sauver, une partie de son revenu et de son capital de terre. Et ensuite, si on regarde la sensibilité à la baisse de rendement, qui est quand même sensible avec les sécheresses, on voit que, avec une baisse de rendement, avec donc les rendements qui sont ici, dans le tableau, qui correspondent à peu près à la baisse de rendement qui est constatée entre 2022 et 2023, donc entre une bonne année de production et une année, de sécheresse. En fait, en 2023, la plupart des systèmes de production se retrouvent avec un revenu en dessous du SMIC, voire négatif. Donc ce qui traduit quand même une fragilité des exploitations, même si, on est sur un territoire relativement privilégié. De la même façon, si on regarde la sensibilité à une baisse de prix et qu'on baisse tous les prix de vente, que j'ai décrits précédemment de 10, la plupart des systèmes, ont un revenu qui est à peine, équivalent au SMIC. Et quand on le baisse de 20, la plupart des systèmes sont sous le SMIC. Donc aujourd'hui, on a quand même sur ce territoire, un nombre limité de caves coopératives qui brassent de très gros volumes, ce qui est un avantage pour le territoire, pour faciliter, la vente auprès du négoce. Donc en période de crise viticole, on a des caves coopératives qui restent quand même avantagées sur le marché. Et ça, c'est aussi permis par, la préoccupation de recherche d'un équilibre entre quantité et qualité, à la fois par les caves coopératives et particulières, qui se traduit par une segmentation en différentes, catégories de qualité du vin et un accompagnement technique des viticulteurs en coopérative qui est va parfois être très spécifique, à la parcelle. Et de façon générale, donc on a des caves qui sont très bien ancrées dans la filière avec, des relations avec le négoce qui sont assez bien établies. Donc en conclusion, on est sur un territoire à production de vin IGP vrac historique qui a su s'adapter au marché et rester dynamique. On a des systèmes de production qui restent malgré tout fragiles face aux évolutions du marché et aux changements climatiques. Et on a eu un très fort développement de l'irrigation depuis une quinzaine d'années, permettant la sécurisation de rendements sur une part importante de la superficie. Mais malgré tout, on est sur un territoire qui reste fragile et notamment la signalisation des plaines alluviales qui s'étend et qui inquiète de nouveaux viticulteurs. Sur les plaines alluviales de l'Orbe qui étaient auparavant les plus fortes, productrices, aujourd'hui on est beaucoup plus en difficulté et on a des terres qui deviennent incultes. Donc ce qui soulève, beaucoup d'inquiétudes, sur le territoire.